Cette théorie de la relativité, d'abord, elle est due à Einstein. La première théorie de la relativité qu'on appelle relativité restreinte a été publiée en 1905. Ils ont sa seconde, qu'on appelle relativité générale, 1915. La première, c'est une théorie qui va concerner les questions d'espace et de temps, du cadre dans lequel se joue la physique, l'espace et le temps, la scène, si j'ose dire, dans laquelle se joue la physique. Et la relativité générale, qui est une théorie de la gravitation, et qui a englobé même celle de Newton. Alors, pour la relativité restreinte, pour Einstein, dans son esprit, elle est née d'une asymétrie d'explication dans des phénomènes électromagnétiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour pas noyer la chose, mais elle est née d'un problème. Il y avait deux choses qui, pour lui, auraient dû être parfaitement symétriques, des problèmes en électromagnétisme, et qui pourtant donnaient lieu à deux explications différentes. Une qui concernait le champ électrique, une qui concernait le champ magnétique. C'est des phénomènes liés à l'induction. Bon, rentrons pas dans les détails. Ça lui a posé des problèmes, et il s'est dit, là, il faut changer la façon dont on construit, dont on comprend l'électromagnétisme, finalement. Et c'est là où il a écrit cet article fondateur qui s'appelle « Sur l'électrodynamique des corps en mouvement ». Donc, c'était un problème explicitement de charge en mouvement dans un champ électrique et dans un champ magnétique. Alors, pour construire ces nouvelles idées, il a fait un certain nombre d'hypothèses, deux hypothèses essentiellement, dont l'une était superflue. On l'a compris plus tard, mais en son temps, elle lui a paru nécessaire. La première, c'est d'abord, il a élargi le principe de Galilée, la relativité galiléenne. Galilée s'est intéressé au problème du mouvement et du mouvement relatif et a dit qu'il n'y avait que de mouvement relatif. On ne peut pas dire, ce que disait Galilée, le mouvement est comme rien. C'est-à-dire que là, on est dans cette pièce, on est dans une pièce fermée, on ne voit pas l'extérieur, on n'a aucun moyen de juger si on est au repos par rapport à Ivry, puisque nous sommes à Ivry, ou si on est dans une pièce qui se déplace à vitesse constante par rapport à Ivry. Par des mesures internes à cette pièce, on ne peut pas différencier ces deux états, être au repos par rapport à un lieu, la mairie d'Ivry, ou le théâtre des quartiers à Ivry, parce qu'on est au théâtre des quartiers, et en mouvement à vitesse constante rectiligne par rapport au théâtre des quartiers. On ne peut pas, par des mesures internes, différencier ça. Donc ça, c'est Galilée qui arrive à cette conclusion par une expérience de pensée qu'il décrit dans ses livres, dans ses discours. Et il y a une très belle expérience de pensée où il s'imagine sur un bateau en ligne droite, qui avance en ligne droite sur une mer parfaitement non agitée, parfaitement étale, avec du vent. Donc c'est un peu incompatible. Enfin, le bateau avance grâce au vent, il n'y a pas de vague. Donc le bateau avance bien tranquillement à vitesse constante. Et puis, il s'imagine en train de jeter une balle, une mouche qui vole, un poisson dans son bocal. Il dit, ça ne doit absolument pas changer leur mouvement. Ils doivent pas ressentir ce mouvement du bateau. Donc, pour Galilée, le mouvement est comme rien. Et donc, ce qu'on a appelé ensuite relativité galiléenne, c'est l'idée que les lois de la physique, traduites en termes modernes, les lois de la physique sont les mêmes dans tous les référentiels qui sont en translation rectiligne uniforme, à vitesse constante, donc, les uns par rapport aux autres. On ne peut pas différencier l'état de repos de l'état de mouvement. Il n'y a que vitesse relative à quelque chose d'autre. Ça, c'était vrai pour la mécanique. Et la première chose qu'a fait la mécanique était la physique à l'époque de Newton, à l'époque de Galilée, et puis à l'époque de Newton. C'était essentiellement ça. L'électromagnétisme s'est construit beaucoup plus tard, dans les années 1800, au milieu du 19e, 1850, quelque chose comme ça. Einstein, première chose qu'il fait, il élargit la relativité galiléenne à toute la physique connue en son temps, qui inclut l'électromagnétisme. La compréhension par Maxwell que la lumière est une onde électromagnétique, on comprend la nature du champ électrique, du champ magnétique, etc. Donc, et on a unifié le champ électrique, les phénomènes de nature électrique, les phénomènes de nature magnétique qui étaient séparés dans un premier temps, c'était deux choses qui n'avaient rien à voir. On comprend qu'en fait, c'est deux faces d'une même pièce et qu'on peut faire de l'électricité avec du magnétisme ou du magnétisme avec des courants électriques. Dans cette expérience-là, c'est la fameuse expérience du courant qui traverse un fil. On approche une boussole qui est sensible au fil, magnétiquement sensible au fil quand il est traversé par un courant et qu'il ne l'est plus si on arrête le courant, si on coupe le courant dans le fil. Donc, Einstein commence par élargir ce principe de relativité de Galilée à l'ensemble de la physique connue, incluant à son époque, et incluant donc l'électromagnétisme. Pas de physique quantique encore, les toutes premières lueurs de ce qui deviendra plus tard la physique quantique. Il fait ça. Première étape. Deuxième étape, il fait l'hypothèse qu'il existe une vitesse indépassable et que c'est la vitesse de la lumière qui est cette vitesse indépassable. C'est une hypothèse qui est superflue. On peut reconstruire tout ce qu'a fait
Einstein, sans faire cette hypothèse, uniquement avec deux ingrédients. Un, son principe de relativité, l'extension du principe de relativité galiléenne à toute la physique, à tous les phénomènes physiques. Le mouvement est comme rien, c'est-à-dire que quel que soit le type d'expérience mécanique ou électromagnétique que je fais dans une pièce fermée où je ne vois pas l'extérieur, je ne peux pas savoir si cette pièce, mettre en évidence un mouvement de cette pièce à vitesse constante rectiligne. Et deuxième chose, on pourrait rajouter de façon moderne un certain nombre de propriétés très fondamentales qu'on peut attribuer à l'espace et au temps. Le fait que l'espace est homogène, ici ou là, c'est pareil, il n'y a pas de particularité à être ici ou là, que l'espace est isotrope, il n'y a pas de direction particulière par-ci ou par-là, et pareil que le temps est homogène, il n'y a pas d'instant particulier dans le cours du temps. Et enfin, le principe de causalité. Donc en rajoutant homogénéité de l'espace et du temps, isotropie de l'espace et principe de causalité, quel que soit l'observateur, si un phénomène est la cause d'un autre, il sera la cause de ce fait, l'un sera la cause de l'autre pour tous les observateurs, quel que soit leur état de mouvement. On ne pourra pas renverser la cause et l'effet. On préserve le principe de causalité. Donc ça, ce serait une démonstration plus moderne de ce qu'a dit Einstein. Il n'y a donc pas besoin de faire référence, j'insiste sur ça, car il n'y a pas besoin de faire référence explicitement, comme l'a fait Einstein, à l'électromagnétisme. Et quand on fait ça, on aboutit à une conclusion qui est incontournable. Quand on passe d'un référentiel, quand on veut un observateur dans un certain référentiel en mouvement, et puis un autre dans un référentiel en mouvement, ils sont en mouvement relatif l'un par rapport à l'autre. En fait, ils sont en mouvement l'un par rapport à l'autre. Ils ne sont pas en mouvement absolu, ils sont en mouvement l'un par rapport à l'autre. Ils observent des choses, ils vont conclure, faire des mesures chacun, et ils vont comparer leurs mesures, et ils vont voir des choses éventuellement différentes. Mais ils peuvent rendre la valeur qu'ils ont mesurée cohérente entre elles en comprenant la façon dont on passe d'un référentiel à l'autre. Les lois de la physique qu'ils expérimentent sont les mêmes dans leurs deux référentiels, mais on peut transformer les résultats de l'un en les résultats de l'autre avec un seul ingrédient, la vitesse relative de l'un par rapport à l'autre. Et on aboutit à des choses tout à fait spectaculaires, du genre le fait que deux phénomènes soient simultanés est propre à l'observateur qui le constate. C'est-à-dire, je vois deux choses simultanées, par exemple, mes deux doigts tapent simultanément sur la table, tu as dû le sentir simultanément, mais il y a des observateurs, pas dans cette pièce, qui sont fixes par rapport à nous, mais quelqu'un qui se déplace par rapport à nous, et singulièrement s'il se déplace à des vitesses élevées par rapport à nous, proches de celles de la lumière, pour que l'effet soit manifeste, les deux événements que moi je vois simultanés, il ne les verra pas simultanés. Ça pose des questions tout de suite philosophiques. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est le présent? Le présent, c'est l'ensemble des événements simultanés à un événement donné. Cet événement donné, l'ensemble des événements simultanés à cet événement donné, s'appelle le présent de cet événement. Donc le présent de l'événement « mon doigt touche la table », c'est l'ensemble de tous les événements qui ont été simultanés à celui-là. Mais comme la simultanéité est quelque chose qui dépend de l'état de mouvement d'observateur, il n'y a pas de présent universel. Déjà, les bras te tombent, tu dis « ça commence bien ton truc ». Alors évidemment, les effets, en l'occurrence, sont d'autant plus évidents à constater, en tout cas à nos sens, que les vitesses relatives seraient importantes. Aux vitesses habituelles, alors quand on est fixe l'un par rapport à l'autre, il n'y a aucun problème. Mais même se déplacer un peu, même en avion très rapide, les vitesses sont suffisamment si faibles par rapport à celles de la lumière que les effets en question sont très petits et imperceptibles. Et c'est pour cela que nous avons pu construire l'idée de présent, l'idée de temps absolu qui fait foi dans la théorie de Newton, et chez Galilée et chez tout le monde, même s'il ne l'exprime pas explicitement, c'est Newton vraiment qui pose le temps comme une entité, comme un paramètre important dans ses équations. Eh bien, l'idée qu'il y a un temps absolu, donc c'est faux. Déjà, ça commence mal. Alors après, oui, mais alors si il y a deux événements simultanés pour une classe d'observateurs, ne le sont pas pour d'autres. Alors du coup, il y a aussi les durées. C'est-à-dire s'il y a deux événements qui ont une durée qui sont séparés par... Moi, je mesure 3 secondes entre cet événement-ci, 2, 3, et celui-là. Quelqu'un, un observateur qui se déplace à très grande vitesse par rapport à moi, va mesurer une durée différente. Et cela en aboutit au fameux, entre guillemets, paradoxe, parce que ça n'en est pas un, des jumeaux. L'idée que deux jumeaux, donc deux personnes réputées identiques, et au même âge en particulier, l'un reste sur Terre et l'autre fait un voyage dans l'espace et revient sur Terre, et ils se comparent à l'arrivée. Ils ont fait un voyage, pas un petit voyage, un long voyage et à très grande vitesse pour que l'effet soit massif, en tout cas à nos sens.
une vitesse qui est, je sais pas, la vitesse du Venture Star, par exemple. Hein. Ils font à la vitesse de 2 tonnes de la lumière, ils font l'aller, ils font le retour, et cet effet sera mesurable par les sens humains. Eh bien, la durée du voyage mesurée par le jumeau qui reste sur Terre, c'est la durée de l'événement départ, et qui sépare, la durée qui sépare l'événement départ de l'événement arrivée. Cette durée mesurée par le jumeau qui reste sur Terre n'est pas la même que celui qui est mesuré par le jumeau qui voyage. Ça a été mesuré en pratique. On a mis des avions qui tournent dans un sens autour de la Terre, autour de l'autre. On a trouvé des écarts très petits. Les écarts se chiffrent en quelques centaines de milliardièmes de secondes pour un tour de la Terre complet. Donc des écarts très petits aux vitesses habituelles que l'on sait mesurer grâce aux horloges atomiques et qui sont là. Donc l'idée est que la durée qui sépare deux événements dépend de l'état de mouvement de l'observateur. Alors ça, c'est des... Interstellar joue à plein là-dessus. Alors Interstellar, il joue aussi sur l'idée que d'abord dans Interstellar, le père devient plus jeune que sa fille, c'est-à-dire physiquement plus jeune que sa fille. C'est-à-dire il est moins âgé, il a moins d'années. Il a moins d'années au compteur que sa fille. Alors ça, on se dit, mais comment c'est possible? Eh bien, c'est parce qu'il a fait un voyage à très grande vitesse, d'abord, dans la galaxie. En plus, il a été fricoté près d'un trou noir. Ça n'aide pas et ça va dans l'autre sens. C'est la partie, disons, gravitationnelle de la théorie d'Einstein. Mais la partie relativité restreinte, qui s'intéresse plutôt à la cinématique, au mouvement, eh bien, et aux relations qu'il y a entre l'espace et le temps, elle dit que finalement, ces relations-là, elles sont pas strictement séparées, comme on pouvait l'imaginer chez Newton. Et il y a un temps absolu qui s'impose à tous. Non, les durées dépendent, la mesure de durée dépend de l'état de mouvement de l'observateur, comme les mesures de distance d'ailleurs, et c'est pour ça qu'Einstein, enfin pas lui, Minkowski, mais fusionne espace et temps en une seule entité qui s'appelle espace-temps. Et c'est dans cette structure que doivent maintenant se jouer les phénomènes physiques. Et donc l'idée, tu vois, elle est venue un questionnement pour Einstein qui venait d'un problème d'interprétation de deux expériences en apparence différentes dans l'électromagnétisme, mais qui, selon Einstein, aurait dû s'interpréter exactement de la même façon. Et ce problème d'asymétrie, elle venait du fait qu'on ne gérait pas l'espace et le temps, finalement, dans le fond du fond, de la même façon. Et après, il a fait jouer un rôle à l'électromagnétisme important, en disant la vitesse de la lumière est une vitesse indépassable, mais on peut reconstruire la relativité restreinte sans cette hypothèse d'Einstein, cette seconde hypothèse d'Einstein, avec des hypothèses, disons, beaucoup plus générales, et on aboutit à l'idée qu'il existe une vitesse indépassable, que cette vitesse indépassable, c'est la même pour tous les observateurs. La vitesse de la lumière, elle est la même pour tous les observateurs. Ça veut dire que si je mesure la vitesse de ce spot qui m'éclaire, la vitesse de la lumière qui vient de ce spot, je vais trouver 300 000 km par seconde. Si maintenant je me déplace à très grande vitesse par rapport à ce spot, ou ce spot par rapport à moi, si on a une vitesse relative, et que je remesure la vitesse de la lumière qui me vient de ce spot, je vais trouver encore 300 000 km par seconde. Alors que ça, c'est tout à fait inhabituel. Si j'ai une voiture qui va dans ce sens-là à 100 km par heure, et puis une autre qui va dans ce sens-là à 100 km par heure, elle, quand elle voit cette voiture, elle la voit avancer dans son référentiel, elle, à 200 km par heure, 100 plus 100. Et bien pour la lumière, c'est non. C'est pas, je vois la lumière qui m'arrive à 300 000 km par seconde, et je vais vers la source de lumière à 200 000 km par seconde, je ne vois pas la lumière à 500 000 km par seconde. Je la vois encore à 300 000 km par seconde. Et donc, c'est ces choses très contre-intuitives qui ont rendu la théorie de la relativité restreinte un peu, d'abord, difficile à admettre, parce qu'elle était intellectuellement très contre-intuitive, mais elle a fini par prévaloir parce que les conséquences qu'elle citait, les conséquences pratiques, ont été observées, mesurées, et ont été cohérentes, les valeurs mesurées, cohérentes avec ce que disait la théorie. Donc là, il faut bien se rendre à l'évidence. On peut être en se disant, ton truc, Einstein, j'y crois pas, ça me plaît pas, et ça peut être plein de raisons, disons, humaines, philosophiques, théologiques, personnelles, enfin, ce que tu veux. Ça me plaît pas, ta théorie me plaît pas, mais des gens font les expériences, cette théorie prédit des choses, on va vérifier si elle les prédit, c'est exactement ce qu'elle a dit, et en plus, c'est non seulement ce qu'elle a dit, et c'est exactement la valeur qu'elle a dite, c'est embêtant, ça veut dire que ça marche. Et donc, du coup, la charge de la preuve, c'est toi, tu as quoi comme théorie alternative pour rendre compte de ce phénomène nouveau? Parce que du coup, il y a ce phénomène nouveau qu'on n'avait jamais vu avant et qui a été, donc on a finalement provoqué, entre guillemets, qu'on a été chercher pour essayer d'invalider la théorie. Et on ne l'a pas invalidée. Ça ne veut pas dire qu'elle est juste, ça veut dire qu'elle n'est pas fausse. Mais maintenant, toi, là, qui était contre, tu as quelque chose à donner pour expliquer ça? Alors, vas-y, on y va, on discute. Et c'est là où on voit aussi deux choses. Ce quelque chose et toi, tu as quelque chose, c'est extrêmement important. Ça montre que la science, comment elle procède, je disais, par
essai-erreur, on va dire, mais c'est aussi un travail collectif. Et je pense que c'est peut-être ça qui est le plus important. C'est qu'il est absolument nécessaire que quand quelqu'un a des prétentions à expliquer tel ou tel phénomène avec sa théorie, on devrait dire avec ses hypothèses, avec son cadre mental, d'autres doivent aller vérifier, enfin d'autres vont, typiquement des gens qui sont plus dans l'expérience, qui maîtrisent les niveaux expérimentaux, éventuellement la personne qui fait la proposition, doivent aller vérifier ses prédictions. Et on discute. Oui, mais tu as mal fait ton expérience, tu dis que j'ai tort, mais tu as mal travaillé. Oui, non. Et, bon, évidemment, des fois, ça se fait entre humains, donc des fois, ça savate un peu, évidemment. Des fois, il y a la mauvaise foi, il y a tout ce qu'on veut, c'est fait par des humains. Mais si on colle à la méthode, on finit par aboutir à une cohérence entre les hypothèses sélectionnées et le réel dont elles sont censées rendre compte. Ça peut prendre du temps, ça peut être compliqué, et il y a des détours, et c'est fait par des humains, donc tout ça, il y a une part de sociologie, si je veux dire, une part de politique, c'est des humains qui font le business, mais à la fin, si on colle à la méthode et qu'on est collectif, ça c'est très important, c'est pas tout seul dans son coin, le gars il a l'idée. Einstein il a eu l'idée un peu tout seul dans son coin, mais si elle était fausse, c'était balayé. Il a eu raison, mais il n'a pas eu raison tout seul. Parce qu'il y a aussi des gens qui ont été vérifier cette théorie, parce qu'il y a des gens qui ont frappé cette théorie pour la tester, la retester et vérifier si elle était cohérente avec le réel. Et donc, c'est aussi comme ça que ça marche. Donc, il ne peut pas avoir raison parce que le génie du monde apparaît. Il est obligé, c'est obligatoire d'avoir ce travail collectif et accumulatif. Ça, c'est aussi deux points qui sont, je pense, liés et importants. Accumulatif, en sens que quand quelque chose est montré faux, c'est fini, on oublie, on passe à autre chose. Ça rentre dans le domaine de l'histoire des sciences. Ça peut avoir un intérêt épistémologique, un intérêt pour l'histoire des sciences, etc. Mais pour la physique en train de se faire, ça ne nous intéresse plus. C'est faux. C'est contradictoire avec le réel, c'est faux. On oublie. Et on passe aux trucs qui sont pas faux. Ou à tester les choses dont on ne sait rien. Parce qu'il y a des théories, des hypothèses dont on ne sait rien. Parce qu'on n'a pas encore pu les confronter au réel. Je prends par exemple l'énergie noire en astrophysique, la question de l'énergie noire. Voilà une hypothèse, avec, je ne sais pas combien, 5, 10 modèles derrière. On n'a toujours pas été capable, parce que c'est très compliqué. Qu'est-ce que c'est ? Alors, l'énergie noire, qu'est-ce que c'est ? Voilà une question non triviale aussi. On a constaté au début on va dire pas au début, dans les années 1930, en étudiant les galaxies les plus lointaines, enfin celles qui étaient accessibles au télescope de l'époque, et puis après de plus en plus lointaines, on a constaté que les galaxies semblaient toutes s'éloigner de la nôtre. Alors on peut se dire, on est au centre d'une expansion généralisée. Nous, humains, la galaxie des humains, le système solaire dans la galaxie des humains est au centre de l'univers qui s'étend autour de nous. Bon, on avait déjà été rincé par Copernic, par Freud, enfin tous ces gens-là. Donc non, on a préféré faire l'hypothèse que c'était la trace c'est une expansion où tous les points de l'univers s'étendent les uns par rapport aux autres, s'éloignent les uns par rapport aux autres. On a préféré interpréter ça comme la trace d'une expansion universelle de l'univers. C'est Edwin Hubble qui a fait ses premières mesures, et d'autres, mais en particulier lui, et c'était le modèle mathématique qui était derrière. C'est l'abbé Georges Lemaître qui a fait ça, un abbé belge, et Alexandre Friedman, un russe, qui ont fait ça indépendamment, puis c'est les mêmes modèles. Donc l'univers n'était pas statique, l'univers avait une dynamique, et la dynamique, il était en expansion. Ça, c'est la grande découverte qui ont fondé ce qu'on appelle les modèles à Big Bang. Il y a eu tout un tas d'autres choses, mais en 1995, on a pu montrer, des astrophysiciens ont pu montrer, et deux équipes indépendantes, c'est important, c'est la reproductibilité aussi, que deux personnes indépendantes, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'embrouille, entre guillemets, ont montré que cette expansion semblait accélérée. C'est-à-dire qu'elle est plus rapide maintenant que dans le passé de l'univers. Ça, d'ailleurs, cette découverte a valu le prix Nobel de physique aux découvreurs. Alors l'année, je l'ai oublié, mais dans les années 2000, quelque chose. Bien, donc on a une expansion accélérée. On se dit, oui, mais dans l'univers, il y a de la matière. La matière, c'est la gravité, ça a de la gravité. Si on pense en termes de force, qui est un peu, disons, pas la bonne idée, mais enfin, imaginons ça en termes de force, on a l'impression que la matière, elle a tendance à ralentir l'expansion de l'univers. La gravité, qui est une force attractive, aurait tendance à ralentir l'expansion. Et on voit exactement l'inverse, quoi. C'est embêtant. C'est embêtant. Alors, comme on voit exactement l'inverse, il faut trouver quelque chose qui motive une accélération de l'expansion en dépit de la gravité propre de la matière qui constitue l'univers observable. Et cette source, elle est nommée énergie noire. Mais c'est quoi ? C'est ci, c'est ça, c'est ci, c'est ça. Il y a
un panel de possibilités. On la nomme énergie noire. C'est le moteur de l'accélération de l'expansion de l'univers. Mais en dehors du nom, on sait des choses, mais pas grand-chose. Et on sait surtout beaucoup de choses sur lesquelles il faut statuer. On a plein de modèles, plein de possibilités. Et ce sont les observations qui trancheront. À la fin, les observations qui trancheront. Donc il faut ensuite, tous ces modèles-là, ça fait vivre l'activité intellectuelle d'astrophysique autour de grandes questions, mettons, de cosmologie, puisque cette question relève de la cosmologie. Donc ça agite du monde, ça fait travailler des gens intellectuellement, mais ça fait travailler aussi des gens qui se disent « Oui, mais attendez, ça c'est bien gentil, mais il faut mesurer. » Alors du coup, et c'est parti, on va essayer de faire qui un satellite, qui un télescope, qui une instrumentation particulière pour essayer d'avoir prise quantitativement par l'observation. L'observation seulement en astrophysique, malheureusement. Peu d'expérience, malheureusement, en astrophysique. On ne peut pas se rendre au centre des étoiles. On ne peut pas aller sur les galaxies lointaines. On ne peut pas balader dans l'univers comme on voudrait. Donc, on est réduit à l'observation. Donc, quelles observations mener pour essayer d'avoir un peu mieux prise sur cette énergie noire, c'est-à-dire essayer d'éliminer des modèles et d'en conserver d'autres. Donc, de procéder par élimination. Et il y a des modèles qui prédisent des choses que l'on ne verra pas. Ceux-là seront éliminés. Des modèles qui prédisent des choses qui n'étaient pas violemment contradictoires sans être parfaite avec ce qu'on observait, donc cela, on les garde. Et puis on espère que par amélioration successive, on finira par trancher la question. Donc voilà une situation ouverte, où pour l'instant, on ne sait pas faire autre chose que la recherche fondamentale, c'est-à-dire bosser pour essayer de répondre à la question qui est derrière le mystère, enfin derrière l'observation.